Bienvenue et merci d'être là ce soir au BS Event, l'événement BS, peu importe comment on l'appelle. Pour te spécifier, BS, Sophie, ça veut dire, c'est les initiales de Bocal Chip, qui est du coup le projet dont Laure t'a parlé. Et donc j'ai construit, on va dire, ces rencontres mensuelles autour de ce projet. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de rencontrer les personnes et de les voir physiquement et pas juste de discuter sur les réseaux ou de discuter même par lettres, ce qui m'arrive aussi, comme tu as pu le découvrir. Ce qui me plaît, c'est vraiment de rencontrer les personnes et en plus, on a un lieu qui permet ça chez Fort Récup et qui est un très bel endroit et qui est d'ailleurs parfait pour le thème de ce soir, qui est l'ancien. Donc j'ai disposé, et Dom aussi a ramené un téléphone fixe d'époque. Moi, j'ai sorti l'appareil photo argentique de mes parfums amis que j'utilise, qui a une pellicule en cours, et d'ailleurs on prendra une photo ensemble tout à l'heure. J'ai sorti a priori, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est un lecteur de films, dans les rouleaux, dans les rubans, de films à ruban. On a des vinyles, on a un outil, mais Laure, je crois que je t'ai déjà expliqué ce que c'est. Non, je sais rien. Moi aussi, je t'ai déjà expliqué. En fait, c'est un outil que je comprenais pas ce que c'était. Et ma grand-mère. Je peux regarder ? Ah ouais, tu peux regarder. Ouais. Je serais ravi que tu devines à quoi ça sert. Wow. Donc ça se visse. Ouais. Mais genre une espèce de casse-noir. C'est pas mal. Honnêtement, je rajoute encore là. ouais, c'est une très bonne idée à rajouter ça. Il y a aussi une ancienne carte du fort d'Aubervilliers dans lequel on est. Et l'outil que tu tiens dans la main, ça vient de chez ma grand-mère et elle m'a dit que ça servait à tenir les rognons, les os de viande que tu manges pour éviter de te servir les doigts. Donc en fait, tu bloques l'os dans la manivelle là. Ok, donc c'est qu'au lieu de tenir ton poulet comme ça, tu Voilà. tiens comme ça. Exactement. C'est plus élégant. Exactement. Tu te salis pas les mains. Parce qu'en fait, tu te salis les mains en mettant le poulet dedans, en réalité. Mais du coup, c'est drôle parce que c'est Tu te typiquement... salis les mains, tu le mets dedans, Voilà. tu vas te laver les mains, tu retournes à table, et là tu fais genre, tu es bien... Mais c'est soit c'est quelqu'un qui t'a servi et qui a déjà accroché Tout à l'os. fait, c'est servi avec ça sur Voilà. l'assiette. Et du coup, t'as juste à prendre ta belle poignée et tu manges ton poulet. Donc ça sert à ça. Qui est du coup un outil que je n'utiliserai jamais de ma vie, à part pour faire une Je vidéo. pense qu'il faut pour l'utiliser une fois pour faire ça. Ouais, pour m'amuser peut-être un Je jour. vais te servir un poulet dessus un jour, tu vas voir. Trop drôle. Mais en tout cas, ce que ça m'évoquait, qui est du coup la phrase que j'ai mis sur la fiche de présentation de l'événement, je crois que je te l'avais envoyé aussi sur LinkedIn, c'est ce qui est passé mais encore présent. Et encore présent. Parce que du coup, l'ancien, il y a en effet l'ancien de nos histoires. J'avais invité ma tante ce soir qui n'était pas disponible. Et en fait, elle m'avait dit, mais quand tu dis l'ancien, est-ce que c'est l'ancien dans le sens des personnes ou est-ce que c'est de l'ancien dans les objets? Et en fait, je lui dis, c'est un peu les deux en fin de compte. Parce qu'il y a autant l'ancien de notre famille, ou même de personnes historiques qui sont anciennes et qui sont plus de ce monde, et il y a autant des trucs anciens comme ça, qui sont encore de ce monde, mais dont on ne se sert plus du tout. Donc c'est passé, mais c'est encore présent. Les vinyles, c'est aussi un très bon exemple. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà de parler de tout ça? Ah, t'as même rajouté le général Albi. Tout dessus en plus. Ouais, alors le général Albi, du coup c'est un de mes ancêtres, je sais pas quelle année, j'ai pas les détails encore. De la guerre. Mais il y a vraiment écrit général Albi. Albi, c'est le nom de famille, c'est mon nom de famille qui vient du côté de mon grand-père, donc le père de mon père. Et du coup, je dois descendre de ce général, a priori. Oui, il est sur Wikipédia. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Si, il est connu dans le monde de la guerre. Régime strict et disciplinaire. Parce que tu Parce que l'autre jour, j'ai demandé à Mac, en regardant le portrait, est-ce que tu penses que c'est un gars gentil ou pas? Et en fait, on a conclu plus ou moins que dans sa vie privée et jeune, il était sûrement gentil et drôle. Avec une moustache comme ça, c'est obligé. Ouais. Et dans l'armée, c'est pas trop le... Et surtout l'époque, plus ou moins, j'imagine que c'est soit... Genre, ça doit être entre 1880 et peut-être la Première Guerre mondiale, mais même avant, un truc comme ça. Et c'était pas une époque très drôle d'être dans l'armée.
En tant qu'homme, c'était souvent un billet sans aller-retour, etc. Donc il est peut-être devenu un peu strict, un peu général. En plus, il est général, il n'est pas genre adjoint, il est genre. Ouais. Donc en fait, il est arrivé en haut, pas en étant gentil, Ouais, ni drôle. ni drôle. Mais... Donc il est là avec nous aussi. Avec un autre objet, je ne sais pas si vous pouvez deviner ce que c'est. C'est pas pour les bavoirs, pour manger des huîtres. Quand ça. ça pourrait. Ça pourrait. Tu pinces comme ça. C'est et ça, tu- c'est pour le Ouais, homard. exact, ouais. Le homard, pardon. Oui, mais je veux dire. Mais en fait, ça peut marcher avec plein d'autres choses. En fait, ça va avec l'autre. Quand tu veux manger ton poulet, ne pas t'en mettre partout, tu t'accroches une nappe Ouais. et quelqu'un te sert ton poulet. Et c'est vraiment de qualité. C'est ancien, du coup. Ouais. Bah, pareil, ça vient de chez ma grand-mère. Mais c'est ça, une des phrases qui m'a d'ailleurs vachement marqué pendant le temps que j'ai passé avec elle durant le déménagement. Elle me répétait toujours ils n'avaient pas peur à l'époque. Parce que quand elle me montrait des bâtiments, l'église de la maison de campagne, qui est en pierre, j'ai déjà oublié le nom de la pierre, c'est impressionnant. Et quand tu vois des monuments et des grands bâtiments, et tu te dis, ah ouais, ils n'avaient pas peur parce qu'en plus, ils avaient beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui, pas du tout les mêmes machines, etc. Et ils te fabriquaient des trucs. Regarde l'espace dans lequel on est. Hein. Exactement. Et du coup, je fais une transition. Presque parfaite. 180 ans, aujourd'hui, tu aurais du mal à construire la même chose avec toutes les nouvelles machines et les nouveaux matériaux. Alors, le jeune homme tout à l'heure qui était un peu marrant, et Ouais. voilà. Ben, en fait, il y a un autre truc moi, qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, c'est il a dit ah mais ça a été creusé dans la roche. Ouais. Et j'avais jamais imaginé que ça aurait pu être le cas. Si, comme un espace troglodyte. Ouais. Mais finalement, c'est pas ça, mais on a creusé de la pierre pour l'assembler et former. Et pour mettre la terre au-dessus pour que ça ressemble. C'est impressionnant. Hein. Ben déjà, du coup, Dom, je t'invite à prendre la parole et de parler de l'ancien et en particulier avec le lieu. Qu'est-ce que ce sujet de ce soir t'a évoqué C'est un sujet très intéressant, je trouve. Ouais. Parce qu'on est entouré de l'ancien partout. Bah, ici, même de manière générale. Ici, mais en général, en Ouais. fait. Puis en anglais, tu as l'expression aussi de pour comprendre où tu vas, il faut comprendre d'où tu viens. Ce qui souvent aussi, c'est de ce regard en arrière. Je sais pas, j'ai eu la chance de grandir avec une famille de gens intéressants. Mon père, britannique, un peu donner le contexte, et ma mère française, qui je pense avait déjà un certain respect pour les affaires qu'on peut avoir, parce qu'ils ont grandi dans des familles avec peu de moyens. Et donc, quand tu avais un tourne-disque qui apparaissait dans la famille, c'était après tu écoutes de la musique. Je veux dire, aujourd'hui, on a tous nos téléphones, Spotify, YouTube. Avant, c'est genre, qui a un tourne-disque dans ton groupe d'amis, en fait? Chez qui est-ce qu'on va aller écouter le dernier vinyle de un tel ou de un tel? Et donc, en fait, le rapport avec les objets, je pense qu'on portait peut-être, à une certaine époque, plus d'attention et plus de respect envers ces objets, parce que même d'acheter le tourne-disque, c'était un mois de salaire, Oui, c'est ça. par exemple. Pour certains, et donc ton rapport au matériel est très différent, je pense, aujourd'hui. Là, on parle je parle de l'ancien en termes d'objets, de machines, ou de gadgets, ou de musique, ou de ce que tu veux. Ça se perd. Après, il y a des choses qui perdurent, mais combien de temps ça change, ou dans combien de temps ça change, on en parlait avant, le temps d'une génération, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui peut changer dans une génération, 2 générations. Les vinyles, ça retourne à la mode maintenant parce que c'est stylé d'avoir ton album de musique électronique sur un beau vinyle. Et tant mieux, parce que le médium, il est très intéressant. La qualité audio, elle est très intéressante. La profondeur du son, elle est très intéressante. Des choses que sur un téléphone, avec un bon casque, tu n'arrives pas à répliquer, à moins d'avoir des fichiers énormissimes sur ton téléphone. En streaming, par exemple, tu n'as pas la qualité d'un vinyle. Donc il y a des choses qui perdurent. Mais ouais, moi j'adore découvrir les machines d'avant, les outils d'avant, l'architecture d'avant. Il n'y a rien qu'on construit aujourd'hui en 2024, même les soi-disant monuments géniaux du monde, comme à Dubaï, le bâtiment de 650 mètres. Dans 20 ans, dans 40 ans, il sera en miettes, en fait, parce qu'il est construit avec des matériaux qui ont une durée de vie équivalente à ton iPhone pour un bâtiment.
Alors qu'ici, on peut être sûr que s'ils respectent un minimum le bâtiment, dans 200 ans, Conservé. en fait, la pierre, elle sera idem, et tu auras d'autres gens qui feront d'autres choses, etc. Et puis cette petite phrase, c'est une bonne transition pour passer la parole à quelqu'un d'autre, mais dans 100 ans et dans 200 ans, j'ai écouté un podcast récemment où je t'en avais parlé, la personne dit, imagine tout ce que tu vois autour de toi, tous les gens que tu connais, tous les objets qui existent aujourd'hui dans le monde, dans 100 ans, ça sera juste les souvenirs pour une autre génération de regarder en avant, comme nous on regarde, ça c'est même pas si vieux, mais aujourd'hui le bâtiment il a 180 ans, dans 100 ans, ça sera Dom, en 2024 il a fait telle chose, si on parlait de moi ou de l'un d'entre vous, mais on reste plus qu'un souvenir en fait. Donc qu'est-ce qui perdure dans le temps et qu'est-ce qu'on peut créer, que ce soit des projets, des liens, des familles, qu'est-ce qu'on peut créer qui perdure dans le temps en fait. Je peux rebondir là-dessus. C'est vrai que l'ancien... Moi, je travaille dans le plastique, le zéro déchet. Et je me dis comment on faisait avant le plastique. Parce que là, le plastique est arrivé. Et là, on se pose la question de comment est-ce qu'ils faisaient avant le plastique. Et au final, ils avaient des super outils, ils arrivaient à vivre sans plastique, et là, le fait qu'il y ait du plastique... Vous avez dit ça. C'est pour ça que vous n'avez pas de plastique. Ils avaient des objets hyper travaillés et durables, surtout. Là, le plastique, c'est du jetable, et c'est compliqué, parce que du coup, l'idée, finalement, c'est de revenir comme à l'époque, comment ils faisaient avant. Et donc, trouver des astuces de grand-mère, par exemple, pour éviter les gels douches, tout ce qui est produits d'hygiène, les faire soi-même. Et au final, c'est vrai qu'en termes de durabilité des objets, ce qui est ancien, ça dure plus que l'actualité maintenant, où tout est jetable, et on garde plus trop les jouets, on les jette. Et on est dans un monde où on n'a plus la valeur des objets. Et je pense que le mot que tu utilises, si je peux me permettre, mais le valeur, c'est intéressant, parce que c'est aussi qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, pas juste en euros, en chiffres, mais en pouvoir d'achat pour une chose. Aujourd'hui, le plastique, il remplit un rôle où si on disait tu veux un coca? Oui, c'est 8 euros. Pourquoi c'est 8 euros? Parce que la bouteille, elle est faite en plastique, en verre par exemple, et le plastique, ça coûte 12 centimes la bouteille, j'en sais rien. Est-ce que les gens sociétalement sont prêts à remettre la valeur que ça coûte pour faire un objet de qualité qui est durable? Ou est-ce qu'on a transité dans une société où en fait, je pense que la réponse elle est évidente parce qu'il suffit de la regarder, c'est on a tous une pression de notre pouvoir d'achat, de ce qu'on gagne, et que du coup, si on peut faire des économies qui font que notre argent bénéficie plus à notre famille ou à nos proches, des fois on fait ces choix-là. Est-ce que sociétalement on serait prêt à retourner à donner une vraie valeur à l'artisan qui a fait un meuble à 3000 balles mais qui tient 40 ans, ou est-ce qu'on veut l'étagère à 40 euros chez Ikea qu'il faut remplacer dans 3 ans? Ça c'est une vraie question. Je ne suis pas sûr, parce qu'on voit tout ce que tu dis, c'est vrai, sociétalement on tourne vers... Mais alors ce qui est génial, c'est que du coup je trouve qu'on représente la minorité qui ne suit pas forcément ça en fait. Et en étant là ce soir, en parlant, et du coup quand tu as parlé du meuble, moi j'ai tout de suite regardé le secrétaire sur lequel j'ai écrit il y a 3 minutes pour le carnet d'ordre de l'IVNBS. En fait, quand j'ai aidé ma grand-mère à déménager, j'ai vu la quantité des meubles qu'elle me disait, mais ça en fait, même nous on l'a acheté à un antiquaire quand j'avais 25 ans. Et j'étais là, d'accord, il y avait déjà des antiquaires à l'époque. Je pense que ça paraît aujourd'hui évident qu'il y ait des antiquaires. Il y avait surtout des antiquaires, parce qu'il n'y avait pas de Ikea. C'est ça. Genre, ce que moi je vois comme un antiquaire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive à prendre soin d'un ancien meuble ou d'un meuble fait artisanalement, alors qu'en fait, c'est devenu une minorité, c'est devenu une alternative aux grandes consommations, mais à l'époque, c'était commun de se dire, en fait, mes meubles sont de qualité tous. Je les achète chez un antiquaire, souvent parce qu'ils sont encore plus vieux que ma propre époque. Et en fait, même moi, j'ai des trucs à transmettre ou à vendre. Donc le secrétaire, c'est un bon exemple. J'ai récupéré du coup celui de ma grand-mère aussi, mais que je vais mettre au goût du jour. Et c'est aussi là que ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à
je dirais, respecter et conserver le passé. Et du coup, l'exemple de Fort Récup et de ce lieu où on se trouve en est un bon aussi, je trouve. C'est comment on arrive à respecter le passé, le conserver, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas l'accompagner dans sa vie présente, tout en le respectant et en faisant en sorte que même il puisse s'embellir. L'exemple des casemates, du coup, dans ça est partiellement... dans l'intérieur du travail qu'on a fait, clairement, ça a embelli ce à quoi ça ressemblait quand l'assaut est arrivé. Mais même ce que ça a été conçu à être au début, les photos de cette casemate où tu vois les militaires en train d'assembler des obus à gaz asphyxiant pour la Première Guerre mondiale. Et on est assis à la même table, dans le même espace que ces gens-là en 1916. Ouais. Donc c'est clairement même embelli au-delà de ce qu'un archi de l'époque les gens qui ont construit ce lieu auraient pu s'imaginer, parce que c'était même pas dans leur idée il faut que ça puisse servir à accueillir un événement Bocal Chip ou une école d'Aubervilliers sur le recyclage du plastique, tout ça c'était pas dans les... Mais c'est pour ça que je voulais faire la transition avec le secrétaire de grand-mère, que je vais orienter en bureau, mais plus de production high-tech, où du coup il y aura un ordi dedans. Et en fait, il y aura un décalage radical de un meuble qui est d'une clairement autre époque et qui servait à écrire des lettres, ce que je fais toujours sur celui-là, mais le deuxième, du coup, il servira à produire des vidéos et à stocker du matériel qui est beaucoup plus actuel, comme les GoPro, les caméras, des trucs comme ça. Et en fait, c'est comment on respecte l'ancien, parce que un des trucs d'ailleurs qui est arrivé, c'est que quand je l'ai reçu, la partie où on écrit, l'écritoire, je dirais, est tombée et du coup a cassé une partie du cadre intérieur que je comptais enlever. Donc finalement, c'était comme un symbole encore plus parlant de Marc, t'as prévu de toute manière de l'enlever, en fait, il s'est même cassé pendant que tu le déplaces. Mais du coup, c'est vraiment respecter et embellir et à la fois être dans le présent. Et donc le fait qu'on enregistre cette discussion, c'est aussi le cas, et ça me fait marrer du coup qu'il y ait cet appareil photo argentique et ce lecteur de film, parce que du coup à l'époque, pour enregistrer ne serait-ce que quelques minutes de ce soir, il fallait des quantités de ça qui rendaient une qualité qui est beaucoup moins bonne que ce qu'on a aujourd'hui. Et là on a une caméra au-dessus de la tête et une en face. Ton grand-père a été visité par Marie. Par Marie, ouais. Contente de la visitation. Ça, c'est des vinyles de ton grand-père? Là, ce que Dom va mettre, c'est les siens, je pense. Mais celui-là, c'est du coup celui dont je vous parlais tout à l'heure, de mon grand-père. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, Sophie, quand je t'ai envoyé premièrement, je dirais l'affiche qui présentait l'événement, et quand je t'ai envoyé la lettre d'invitation auquel tu as répondu par ta présence ce soir. Qu'est-ce que ça t'évoquait Comment t'interprétais le thème? Alors, tu m'as pas envoyé l'affiche, mais j'avais vu sur, tu l'avais vu passer Instagram et sur LinkedIn. Okay. Donc du coup je l'avais vu. Ça marche. Et en fait, un peu comme l'affiche et la petite carte, moi tout de suite ça me... Je sais pas, il y a un petit côté qui m'émeut, un petit côté un peu sensible, en mode et je sais pas trop d'où ça vient, peut-être que ça me rappelle des souvenirs des grands-parents quand on ouvrait un peu tous les placards, il y avait et puis on découvrait des vieilles photos et tout, il y avait je pense que qu'est-ce que ça m'a c'était plus ça a touché plutôt un côté sensible. Et donc c'est d'autant plus pour ça aussi que je suis là, parce que à la fois ça m'a touchée, puis j'ai vu que tu avais écrit à la main un petit mot comme à l'ancienne et tout, donc ça m'a doublement touchée. Et du coup, moi, oui, un peu classique, ça me rappelle les moments quand j'étais petite, un peu retour en enfance. Et ce qui m'étonne vachement, c'est que je pensais qu'on était... C'était notre génération qui produisait un peu des gadgets. En fait, le truc... Quand tu vois ça, il a poigné. Enfin, ça fonctionne encore super bien. Donc eux, ils construisaient des gadgets haut de gamme. Ils n'avaient pas peur. Haut de gamme et durables. Mais ouais, non, impressionnant. Je pensais que c'était notre génération qui faisait ça. Mais en fait... Comme quoi les modes... Dans 100 ans, sur cette table, sur cet événement-là, il y aura quelqu'un qui va poser un selfie stick. Regarde, les gens, il y a 100 ans, ils avaient un truc pour tenir leur téléphone à distance. Ah oui.
Ouais, grave. Mais du coup, il y aura toujours ce truc. Il y aura toujours le truc pour le homard à côté, oui. C'est ça la blague. Ouais. Mais c'est vrai que quand vous évoquez l'ancien, enfin juste ce mot, pour moi je voyais pas, enfin l'ancien pour moi c'est avant ma naissance. Pour moi, ce que j'ai vécu là de 23 ans, c'était pas assez ancien en fait niveau de définition. C'est du récent. Quoi. Bah, c'est du récent dans le sens où j'imagine encore mes Barbie et les Pet Shop, etc. que j'avais. Ils sont pas du même aspect que les choses qui ont 40, 60 ans. Et, c'est encore dans la matière moderne, plastique, quoi. Et donc c'est vrai qu'avant ma naissance, pour moi, c'est les années 80, les années 70 et les années de mes grands-parents en noir et blanc. Mais c'est vrai que j'estime pas que depuis les années 2000, c'est ancien, quoi. Mais alors, je te rejoins énormément parce que ça me fait penser à une des idées que j'avais partagées aussi par écrit, que en fait, quand tu parles de cet ancien, je te rejoins complètement parce qu'il y a comme un bug intellectuel de en fait je l'ai pas connu et c'était genre vraiment ça existait avant moi et il y a quelque chose de bizarre de se dire bah oui en fait je suis arrivé à un moment donné où il y avait déjà plein de trucs avant que je sois là quoi. C'est pas depuis que je suis là que le monde existe. Oui, c'est ça. Je me dis attends mes grands-parents ils sont allés à la fac, ils ont fait des études, il y avait des écoles et tout. Et c'est vrai que j'arrivais pas, c'est comme si moi, hop, je suis arrivée dans un monde moderne et du coup il y a tout, il y a ce qu'il faut et tout, et qu'avant il n'y avait pas grand chose. Alors que mon grand-père me dit qu'il était allé à la fac et tout, je me dis ah oui quand même, ils étaient en amphi, d'accord, ils avaient des cours, ok, comme nous. Donc trop bizarre quoi, parce qu'on n'imagine pas. Il y a un peu un bug intellectuel quand je disais je regardais les cassettes du mariage de mes parents. Mais juste, je n'étais pas du tout conçu en fait. J'ai vu des photos, mais de voir des vidéos, du coup, ça a vraiment l'impression de plonger dans le moment présent qu'ils étaient en train de vivre. Ouais. Mais c'est trop bizarre quoi. Et ça fait vraiment un voyage dans le temps justement et dans l'ancien. Et c'est vrai que dans ce côté-là, ça fait penser à l'ancien. Moi, je l'avais beaucoup avec la matière, je trouve. Je l'associe plus aux matières ou à quelque chose de physique, l'ancien. Sur la question qu'est-ce que c'est l'ancien c'est très singulier. Ouais. Et je pense qu'il y a diverses facettes parce que même une personne âgée, on l'appelle l'ancien. Ouais. Et pourtant, il a encore toute son âme de jeunesse, il se souvient encore de plein de choses. Dans son esprit, c'est limpide, il est lui-même. Et il se rend pas compte que son corps aussi, c'est plus le corps qui vieillit que l'esprit. Enfin, de façon générale, ça dépend. Mais, non, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Pour le coup, c'est l'ancien, mais par défaut, quoi. Ils y peuvent rien, ils aimeraient être aussi. Mais du coup, ça rejoint la matière, ça, je trouve, parce que notre corps, c'est de la matière. L'esprit, c'est peut-être un peu moins de la matière, c'est plus des énergies ou des ondes, mais notre corps, c'est vraiment de la matière, et du coup, comme un objet, comme un animal, comme un matériau, comme du bois, le bois, il patine dans le temps, il se vieillit. Dans du bois, et un arbre, ça vit clairement plus longtemps qu'un humain, la majorité en tout cas. C'est vrai que l'ancien, moi ça me fait peur parce qu'il y a l'ancien humain, l'humain qui est âgé, ça me fait peur parce que ça signifie la fin en soi. Par rapport aux objets qu'on connaît des générations de mes grands-parents, où eux pour l'instant ils restent encore figés, là c'est les personnes anciennes qui disparaissent. Donc ça c'est ça qui fait un peu peur dans l'ancien. Ça fait revenir des souvenirs sûrement des grands-parents, etc. Mais surtout, on se dit que ces grands-parents-là, ils ne sont pas forcément là dans quelques années. Quoi. Mais je trouve intéressant parce que ça, du coup, rejoint le côté de... on n'a qu'une vie, clairement, chacun. Et du coup, dans 100 ans, notre passage de X années, qu'est-ce qu'on nous laisse quoi, quel impact, quelle trace on laisse sur ce monde. Moi, je l'ai beaucoup vécu... chez les Scouts et Guides de France quand j'étais jeune, parce qu'il y avait beaucoup cette notion de rendre le monde mieux que ce que tu l'as trouvé. Et souvent c'était à l'échelle d'un camp, quand tu vas vivre 2 semaines à la campagne. En gros c'était toujours le lieu de camp, tu dois toujours le rendre plus propre, plus beau, plus entretenu que quand tu es arrivé. Donc c'était par exemple un agriculteur qui nous accueille, du coup on va l'aider à faire des trucs, on va encore mieux nettoyer le lieu du camp où on était, il y aura 0 déchet, il y en aura même encore moins qu'avant, etc. Et du coup, il y avait toujours cette notion de, en gros, ton passage, ta trace,
Ça fait penser à ce que toi tu m'avais dit, quand tu vas chez quelqu'un, tu rajoutes toujours un petit plus, tu laves un carreau, tu laisses une petite trace positive en fait. C'est quelle trace tu vas laisser pendant tes années de vie. Et je le pratique beaucoup et je le vis beaucoup à travers mes contenus, à travers mes écrits, les images aussi, les photos, les vidéos. C'est aussi un moyen de capturer des choses et de tisser une histoire. Et du coup, même dans ça, il n'y a pas si longtemps, je disais à Dom que je trouvais que l'écriture, c'était ce qui restait le plus longtemps. Surtout quand le digital, en fait, il reste pas longtemps. Ouais. C'est très arbitraire parce qu'il peut rester pour toujours, digitalement. Ouais. Mais il peut aussi être modifié, manipulé, plein de choses. L'écrit moins. L'écrit moins, et c'est aussi que une invitation manuscrite comme ça, ça laisse pas du tout la même chose, parce qu'en gros là j'ai vraiment laissé de ma main qui bouge, qui écrit avec ma façon d'écrire, alors que si j'avais envoyé un texto, ce que j'ai aussi fait sur LinkedIn où je t'ai envoyé un message, il n'y a pas du tout ma patte, c'est une typo lambda numérique. Et du coup, il y a aussi ça, c'est que cette carte, elle raconte une histoire d'un moment de quelques minutes que j'ai pris le temps à écrire, quoi. Ouais, c'est ça. Et du moment que ton grand-père a photographié. Ouais, même pas mon grand-père, là, c'était mon arrière-grand-père. Mais c'est vrai, tout bêtement, moi sur Snap, je prends plein de photos de tel instant, parce que je me dis que plus tard, j'ai envie de me remémorer ça et de montrer à des nouvelles personnes, je sais pas si mes enfants ou quoi, comment j'étais avant, qu'est-ce que j'ai vu, à quel moment, qu'est-ce que je faisais à tel moment, pourquoi, qu'ils imaginent en fait ma vie, de ma jeunesse en fait. Comme un album photo classique à l'époque où tu pouvais regarder dedans. Oui, c'est ça. Mais là je trouve que du coup je le fais mais par conscience. C'est dans le but de transmettre ensuite derrière. Et même on a pu faire des vlogs à la fac. Chaque mois on se filmait avec mes camarades pour tiens on a tel cours à telle heure, il s'est passé ça aujourd'hui, etc. Et là sur une année on a des vlogs et du coup c'est hyper intéressant de savoir nos années de fac, comment ça s'est passé et tout, c'est assez chouette. Et c'est vrai qu'avant on ne pouvait pas savoir comment se passaient vraiment les moments de fac ou d'études, mais en tout cas le téléphone c'est aussi intéressant pour nous là actuellement parce que ça permet de faire des souvenirs, mais c'est vrai que c'est numérisé, c'est pas papier. Et du coup, si c'est supprimé, c'est perdu, alors que là, en soi, on peut toujours se replonger dedans vraiment de façon plus au-delà concrète. de ça, je dirais même, cette notion de laisser une trace, c'est à quel point est-ce que tu laisses une trace pour toi ou pour ta famille, disons, ou c'est à quel point tu laisses une trace, mais juste pour le monde, indépendamment de tes proches ou de quoi que ce soit, c'est comment est-ce que tu contribues à quelque chose de plus large ou de plus grand que toi. Je pense par exemple au général Albi, qui est un bon exemple. En gros, c'est le seul souvenir, s'il faut, qu'il y a de lui, parce qu'à son époque, s'il faut, il n'y avait même pas de quoi prendre des photos. Parce que je pense que c'est. Je crois que c'est une peinture de lui. C'est un dessin. Une impression, je pense. C'est un dessin. Et il y a des quantités de personnes qui, à l'époque où il n'y avait pas de photographie, mais juste. Et on voit dans les hommes préhistoriques, il y a souvent cette vision de la trace de main qu'on laissait. Mais ça c'est un gadget en fait, c'est plus en mode j'ai existé, ma main ressemblait à ça, mais en gros la trace que j'ai laissée c'est plus une grotte que j'aurais construite, rénovée et qui va perdurer pour mes proches mais pour la communauté aussi plus large. Regarde dans l'architecture, on regarde juste Paris comme un exemple qu'on connaît tous ici. Notre-Dame sera là dans 300 ans, dans 500 ans, parce qu'elle a été pensée et conçue pour perdurer le temps. Tu peux être sûr que les tours de la Défense, dans 100 ans, elles sont plus là. Elles ne sont pas conçues pour, elles ne sont pas pensées pour. Mais à quel moment est-ce que sociétalement on a arrêté de se dire que ça serait cool de faire des choses qui perdurent vraiment. Il y a un exemple à Barcelone, l'église de... Sagrada Familia. Ouais, ça c'est un exemple de quelque chose qui est en construction aujourd'hui, mais qui a été encore pensé dans une époque où on pensait ça, il faut que ça tienne pour toujours, d'une parce que c'est pour Dieu. Non mais l'église a toujours eu ce point de vue que leur architecture doit refléter la permanence de la déité. Mais on construit très peu.
C'est la même chose avec les voitures. Combien de voitures aujourd'hui seront une voiture classique dans 30 ans, alors que la Peugeot 205, elle restera pour les prochains 100 ans une icône de l'automobile française. On a changé comment on pense le rapport, je pense, avec comment perdurent les objets, comment Et perdurent... je dirais qu'on l'a changé, et on l'a même... j'ai imposé qui me vient, parce que je pense du coup à la montre. Cette montre, c'est une montre de mon arrière-grand-père. À ressort. Et en fait, elle fonctionne très bien. J'ai dû la rénover parce qu'elle ne suivait pas l'heure, mais elle fonctionne super bien. Et en fait, je me suis dit, mais à quel moment, du coup, mon arrière-grand-père et même mon papy et même ma mère se sont dit, je ne vais pas garder cette montre. Parce que sociétalement, on les a invités fortement à consommer autre chose. En mode, mais pour plein, il y a plein de dynamiques à ça, mais en mode, en gros, ta montre, elle est has-been, donc tu dois prendre la dernière montre qui est à la mode, etc., alors qu'elle fonctionne très bien. Et du coup, je trouve ça ouf de me dire, en fait, j'ai récupéré une montre, et j'en avais pas, qui fonctionne, et qui date d'une époque où j'étais clairement pas né, et que je connais pas, en fait. Et tu prends l'exemple de ta montre, moi je pense, quand je pense à ma grand-mère, c'est la balance de peser. Ça, avec les poids, ça fonctionne très bien, c'est tout bête, il n'y a pas besoin de piles. Mais là, on a inventé des machines qui tombent en panne, où les piles fusent et tout, alors qu'avant, ils avaient même pas besoin d'électronique, ça fonctionnait juste avec la balance et les poids. Et... Les machines à coudre. Aussi, avec la pédale, ouais. Il n'y a pas une petite... C'est pas un peu électrique la machine à coudre? Non. Aujourd'hui, oui. Avant, non? Non, c'était une pédale. Ouais. En fait, c'est drôle, vous en parlez avec ma mère aujourd'hui, parce qu'on Avec la tension que ça faisait. T'as une pédale et en fait, c'est pas juste dans un sens, il fallait la faire osciller comme ça. Et en fait, elle était attachée à la manivelle qui fait tourner ta machine à coudre. Donc tu pouvais contrôler la vitesse. Mais c'est ton pied, quoi. Voilà, comme une pied, ça marche nickel. La poterie aussi, à Tours. Tour, à pédale. C'était aussi manuel, avec tes pieds, tu faisais tourner, il y avait plusieurs systèmes, et il y en avait où c'était des grands trucs, et comme si tu marchais mais assis, pour faire tourner un support qui faisait tourner ton plateau. La couture, c'est un exemple intéressant, parce que dans la révolution industrielle qui a quand même eu lieu au Royaume-Uni avant le reste de l'Europe, c'est passé par le secteur du tissu. C'est-à-dire que l'objet qui a été inventé, auquel on attribue le début de la révolution industrielle, ça s'appelle le spinning jenny, et c'est la machine qui a permis d'automatiser quand tu as la laine brute et que tu veux en faire du fil. Avant, c'était un par un, et là c'est le truc où tu mets genre 12 000 bobines, et le truc il bouge tout en même temps et il te fait 12 000 bobines, et du coup ton temps de production il est passé de ça à 12 000 fois plus petit. Et du coup, tu fais 12 000 fois plus de bénéfices dans l'industrialisation de tout ça. Mais ça a changé. La pédale, c'était la même chose. En fait, c'était trop lent. C'est vrai que tout devait prendre du temps dans la construction, même ne serait-ce que les pyramides d'Égypte. Ça devait être très long. Acheminer les pierres. On ne sait pas comment elles ont été construites. Voilà, ça, et puis même tous les trajets à cheval aussi, ça prenait des jours. Enfin, tout était très long. J'ai l'impression qu'avant, ils vivaient de façon beaucoup plus lente et c'était beaucoup moins instantané que maintenant. C'est qui m'a raconté que les chevaux et la préfecture, c'était un événement DS? Oui. Non, mais t'as raison, tu m'en as parlé aussi. Quelqu'un m'a dit qu'en France, les préfectures, la distance entre deux préfectures, au début, ça ne pouvait pas être plus que l'aller-retour en cheval d'une journée. Parce qu'il fallait qu'il puisse envoyer quelqu'un d'une préfecture à une autre avec un document officiel et le retourner pendant la journée. Et comme ça, la carte de France, avec Paris comme centre, bien sûr, à l'époque, a rayonné avec des points qui étaient chaque fois à des distances d'une journée de cheval. C'est hyper intéressant. Donc, tout prenait du temps et ça me fascine, même leur enfance. Je sais pas trop avec quoi ils jouaient, ils n'avaient pas de jeux vidéo ou quoi. Donc, ils s'occupaient avec des billes et c'était aussi c'est rigolo. Ils s'ennuyaient. Aussi, il fallait s'ennuyer aussi. Tu sais, quand tu dis c'est aller plus lentement, pour moi, oui, au rythme de beaucoup de gens aujourd'hui, ça allait plus lentement. Mais en fait, c'est juste que les gens, ils vivaient. Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas en train de suivre une roue comme un hamster qui tourne en permanence. En fait, ils étaient juste en vie et connectés aussi au rythme de la nature. Et la nature, elle prend son temps.
Un arbre, tu vois, j'ai commencé à planter une forêt il y a 1 an, c'est loin de Je vais ressembler utiliser à les une mots de forêt. ma mère parce que ma mère elle voudrait que je te dise ça parce que là tu es en train de faire. Avant c'était genre on jouait dans la forêt et c'était mignon. Ma mère elle est née en 44, mon père était né en 37. Mon père a vécu à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale en tant que gamin. Son seul jouet c'était un masque à gaz qu'il portait tous les jours pour amener à l'école au cas où les Allemands bombardaient Londres, parce qu'ils ont fait plus ou moins tous les jours pendant des années. Donc en fait souvent maintenant quand on parle d'avant on romanticise aussi le. J'ai ça avec les vinyles, moi je dis à ma mère, putain, le vinyle de 1972, génial, ça devait être une époque géniale. Elle me fait oui, pour ceux qui avaient un lecteur vinyle, pour ceux qui avaient le temps d'aller danser, parce qu'il n'y avait pas vraiment la culture de je vais boire des coups avec mes potes 4 fois par semaine et en boîte de nuit 2 fois par semaine, ça n'existait pas. Jeunesse était pour beaucoup de gens très rude, Oui. et il n'y avait rien, donc il y avait l'ennui, mais il y avait aussi juste le contexte géopolitique post-guerre ou pendant la guerre qui fait qu'en fait tu posais pas trop de questions, genre maman, papa, je m'ennuie, je fais quoi, je veux l'iPad, c'est. Non. Mais ça, je suis totalement d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est que la lenteur dont on leur parle, c'est qu'en fait, juste, il y avait beaucoup moins de raisons d'aller vite. Ça fait penser même à une histoire qui est très connue d'un pêcheur qui prend son bateau, va pêcher, puis ensuite il se met sur sa plage et bronze. Et puis il y a un gars qui lui dit mais pourquoi tu continues pas à pêcher, tu pourras vendre tes poissons, gagner de l'argent, etc., etc. Et finalement, comment on appelle ça, la conclusion de l'histoire, c'est en gros, tu es en train de me dire de faire je sais pas quoi pour que finalement je bronze au soleil, ce que je suis en train de faire. Donc tu es en train de me dire monte une entreprise, comme ça tu auras 10 bateaux, comme ça tu en auras 100, comme ça tu auras des employés, etc. Comme ça tu pourras bronzer, puis tout le monde fera le taf à ta place. Mais mec, je suis déjà en train de bronzer en fait, pourquoi tu me casses les moments? En fait, c'est aussi ça, c'est que juste les gens allaient au rythme de la vie, c'est-à-dire. Il faut gagner plein d'argent pour pouvoir prendre sa retraite vite et avoir le temps de faire plein de choses. C'est ça. On prend le temps de faire plein de choses. Voilà. Et honnêtement, quand j'ai volontairement après aussi mon temps d'introspection et de retraite, et j'avais comme idée de me dire, en fait, je prends ma retraite à 21 ans. Mais qui est temporaire, qui a duré certaines semaines ou plusieurs mois, mais c'était vraiment en mode pourquoi je devrais attendre 60 ans pour vivre une retraite telle qu'elle soit en durée, mais c'est-à-dire je fais rien, et volontairement je me dis je fais rien, et j'ai pas de choses, de planning, juste je m'ennuie du coup, mais volontairement. Et cette retraite elle est hyper importante, très riche. Et du coup je pense que le côté lent, ça dépend de comment tu prends la vie en fait. Parce que moi par exemple je pense que ma vie elle est très lente. Elle est occupée et elle est remplie, mais elle est très lente. Et tant mieux parce que ça te fait perdurer. Tu profites le plus possible de chaque minute. Bah ouais. Et c'est important je trouve comme démarche. C'est peu distrait en fait. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui remplissent et qui vont vite, mais qui sont de la distraction très futile de mon point de vue. Et peu enrichissante en fait, assez creuse. Ouais. Et les souvenirs de tes grands-parents, c'est chouette. Est-ce qu'ils t'en ont raconté? Est-ce que t'aimes bien les moments avec les anciens, avec les personnes? Figure-toi que oui. Tu sais, un des trucs que j'ai toujours apprécié, et je pense que Dom, tu l'as vécu aussi à ta manière avec ta maman, parce que ma grand-mère finalement a le même âge que ta maman, 1 an près. Et en fait, depuis que je mène mes projets, j'ai toujours eu à cœur d'impliquer des personnes de tout horizon, y compris des personnes âgées. Et ma grand-mère, jusqu'à ce lundi, on a relu toutes les semaines mon courrier ensemble. Donc en gros, ma grand-mère, c'était ma correctrice, mais j'aurais pu engager quelqu'un. Inspection de la grammaire. Ben ouais, non mais j'aurais pu engager quelqu'un, bon, financièrement non, mais je veux dire, en termes de travail, c'est un travail de relire le français pour que ce soit correct, pour que ce soit bien écrit, sans faute, etc. Et en fait, ça me tenait vachement à cœur de me dire, ma grand-mère, elle a sa vision de la vie, du monde, elle est à la retraite, et soit, parce que je connais aussi d'autres personnes âgées qui sont à la retraite, mais qui vivent une retraite très active, et qui finalement ressemble grandement à leur vie d'avant, leur vie normale. Et en fait, c'est en mode,
elle a toujours son mot et son implication dans le monde actuel. Donc clairement, et je pense que je disais que Dom l'a beaucoup vécu aussi parce que je pense que ta maman elle a énormément suivi depuis le début ce que tu entreprends, même avant, et ce que tu mènes ici, et qu'elle a été aussi vachement actrice de cette façon. Et je trouve ça hyper précieux que ce soit impliqué et qu'on ne mette pas, je dirais, les personnes anciennes dans une case ou dans un secteur de c'est des anciens. On les met de côté et puis basta. En fait, les anciens, ils ont aussi leur mot à dire, ils ont aussi leur place, ils ont aussi leur intelligence, leur sensibilité, et qui est vraiment intéressante. Je l'ai vécu aussi avec Michel ici, que vous n'avez pas connu. Ouais. Et Fausto, les anciens du fort, même Rachid à sa façon. Mais ouais, grave. Tu vois, Rachid, j'avais très envie de l'inviter. On avait un voisin de casemate à côté qui était là pendant très très longtemps. Michel Laurinquer, qui... Donc ma première interaction avec Michel quand je suis arrivé, c'est qu'il est venu, grincheux, il nous a regardé, Thomas et moi, donc Thomas c'était mon associé avec qui j'ai monté le projet, puis il a regardé le mur, il y avait une prise au mur, il a dit « je vous enlève les legs, c'est pas à vous ». Il vient avec un tournevis, il arrache en gros la prise du mur, et il repart. Et nous on est là-bas du coup. Ça c'est votre première rencontre? C'est la première rencontre avec Michel. Ok, je me rappelle toujours, je dis à Thomas, ça va être une belle aventure avec un monsieur comme ça et tout. Et il est décédé il y a quelques années, j'ai envie de dire qu'à la fin, j'étais une des seules personnes amicales de confiance qu'il avait encore dans sa vie. Donc on est allé d'un extrême à ça avec le temps. Parce qu'il venait prendre le café tous les jours, parce qu'on l'a aidé avec des choses, parce qu'on lui a montré un minimum de respect envers son ancienneté. C'était un ingénieur sur l'aérotrain. Tu vois ce que c'est l'aérotrain? Tu vois ce que c'est le TGV? Ouais. Si l'histoire elle avait été légèrement différente, au moment où le TGV a été conçu, il y avait deux entreprises qui ont dessiné des trains, le TGV et un autre qui s'appelait l'aérotrain, qui était beaucoup plus stylé, beaucoup plus intéressant, techniquement beaucoup plus efficace aussi, mais à cause de raisons lobby financières de l'époque, c'est le TGV qui a eu le contrat, et l'autre boîte elle a fait faillite. Et l'aérotrain, c'est littéralement, t'imagines un avion sans aile, sur un rail, avec une énorme hélice à l'arrière, et ça trace comme un avion sur des rails. Et lui, il a bossé dessus pendant 8 ans sur ce projet, en tant qu'ingénieur. Donc en fait, quand on est arrivé et qu'on savait vraiment pas faire grand-chose en termes de bricole, il y a des moments où il est venu et nous on était là, il faut qu'on achète ça, il faut qu'on construise ça, et lui il le regardait, il faisait... Puis il prend un morceau de métal, il fait 2 trucs comme ça, et il te sort un truc parfaitement d'équerre, gratuit, et il fait, mais oui, mais il n'y a pas besoin de tout acheter, tu peux aussi apprendre à le faire. Donc ce rapport, en fait, de comprendre qu'il y a des gens qui ont des choses à transmettre. Aujourd'hui, on parle de intergénérationnel, comme si c'était un mot tendance qu'il faut inclure dans des projets, parce qu'il faut prendre soin des anciens et du coup les inclure, mais en fait, ça peut se faire de manière beaucoup plus... intuitive et fluide, en fait, de dire qu'il y a plein de choses que les anciens savent faire et ont fait. Tu peux pas remplacer 40 ans d'expérience avec 3 tutos YouTube. Ça ne marche pas comme ça. Même si on essaye de le faire. En fait. Oui, mais c'est l'exemple des rideaux dans l'office, où tu m'as dit, non mais c'est ma mère qui va nous faire les rideaux. Ah mais oui, on a mis des trucs pour avoir des trucs qu'on avait sous la main, mais ça a l'air dégueulasse en soi, parce que je sais que ma mère elle m'a déjà fait des rideaux qui sont super beaux, sur mesure. Donc ça, il y a plein de choses. Comme je disais avant, il y a l'humain, il y a les objets, il y a à partir de quelle vieillesse ou ancienneté quelque chose devient ancien. Toi tu te disais quelque chose, toi avant ta naissance en gros. Tout à fait. Moi je parle des fois de choses avec Marc, mais avec toi je te dis que c'est pas mieux en fait. Ben oui. Moi j'ai 40 ans pour donner un contexte temporel dans la ligne du temps. Mais par exemple, moi je me rappelle en tant que gamin regarder le mur de Berlin tomber à la télé parce que j'ai grandi en Allemagne. Donc par exemple un souvenir de ça, alors que tu dis à Marc, c'était quelle année d'ailleurs? Moi ça me rappelle le collège parce que je l'ai appelé au collège. Quoi. Oui, c'est ça. Mais je peux pas du tout me plonger comme toi dans ce moment de l'histoire. C'est ça. Moi c'était des lignes dans un bouquin que j'avais pas envie de lire. Moi j'ai eu la même chose quand mon père il parle des tribunaux de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, je fais j'ai appris ça à l'école. Moi j'ai suivi ça dans les journaux. Moi j'ai vécu, ouais. Vécu non, parce non, que c'était... vécu il était là quoi. C'était ça. À l'époque où ça s'est passé. Mais en vrai, est-ce qu'on peut... Parce que l'ancien, ça commence à faire beaucoup depuis le début de l'homme en soi.
arriver à stocker tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de chaque événement depuis, moi ça me dépasse. Est-ce que là, par exemple, actuellement, les gens qui rentrent en primaire, enfin en 6e, quoi, est-ce que leur manuel est à jour sur ce qui s'est passé dans les années 2000 ou est-ce que ça s'arrête à 1980, etc. Ouais. Je sais pas, jusqu'à... Je conclurai sur ça. Mon idée, en tout cas, c'est que même dans ça, et c'était aussi une idée que je partageais il y a pas si longtemps, c'est qu'à quel point ce qu'on lit dans les bouquins, c'est aussi fiable de la réalité de ce qui s'est passé. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours travaillé, et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à retenir l'histoire ou même à plonger dedans. Ça fait beaucoup à apprendre. Mais au-delà que ça fait beaucoup, c'est en fait à quel point est-ce que ce que tu es en train de lire, c'est réel et c'est fiable de ce qui s'est vraiment passé. Ah oui. Ou à quel point est-ce que c'est juste un discours déformé parce qu'en fait on veut que tout le monde croie ça et que tout le monde lise ça. Oui, il y a forcément de la perte d'informations. Mais de la perte et de la manipulation. Oui, parce que l'histoire est toujours écrite, comme Napoléon l'a déjà dit, Hitler l'a dit aussi, l'histoire est écrite par le vainqueur. C'est jamais le perdant qui a le droit d'écrire tous les bouquins en disant « Ah, j'ai fait ça, en telle année je suis allé là, j'ai repris Moscou, j'ai repris Paris, non. » C'est genre, quand t'as gagné, t'as le droit de dire ce que t'as envie de dire. Oui, un peu de façon héroïque. On n'a jamais demandé aux Allemands comment la guerre s'est passée pour eux. Oui, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, ne serait-ce que ça comme exemple, on demande rarement aux Algériens comment la guerre d'Algérie s'est passée pour eux. D'ailleurs, la France n'a pas reconnu, je pense, la majorité de ce qu'ils ont fait et de ce qui s'y est passé jusqu'à relativement récemment. C'est toujours écrit par le vainqueur. C'est ça, t'as l'impression que la France, même en tant que nationalité française, que la France a fait que des bonnes choses, qu'on est dans un pays super, que en fait on est les bons, on est les gentils. Mais ouais. Et qu'en fait, non, c'est ce qu'on nous fait croire, mais on a quand même participé à certaines guerres, on a tué des gens. Toute l'Europe est basée profondément sur le concept d'avoir volé et pillé aussi à autre part et ailleurs pour s'enrichir. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, tous les pays qui avaient des colonies, on va ailleurs prendre leurs choses pour s'enrichir et maintenant c'est plus vraiment acceptable de fonctionner comme ça, mais ça date d'il n'y a pas si longtemps. Même avant, pardon. Non. Même avant, Saint-Louis, les croisades, exactement. Ça, c'est encore tout un autre présent sujet. comme un saint, quoi. Le roi qui était génial, mais La religion, c'est un sujet aussi, dans tout ce qu'on parle de l'ancien et de comment ça perdure dans le temps. Tout à fait. Mais ouais, donc, dans tous les livres, je suis d'accord, tous les livres d'histoire, la France en Seconde Guerre mondiale, elle passe pour un des héros, alors parce qu'on fait que de parler de quelques... Enfin, il y a eu des résistants après. La cartographie, on a un exemple, on est sorti une d'ailleurs, c'est curieux qu'on parle pas sur le sujet, mais cartographie. Parce que la carte du canton, c'est pas Google Maps qui est bien jour. Carte de la nouvelle carte de France, où tu as les colonies françaises, qui ont encore les anciens noms. Donc quand tu vas au Vietnam, tu vas pas au Vietnam, tu vas en Indochine. Tu vois, etc. Et en fait, si quelqu'un te présentait ça aujourd'hui comme la seule carte qui existe, tu regardes ça, tu te dis « Ah, la France, c'est un grand pays, ça a évolué. » Elle date de quand, cette carte? J'ai essayé en regardant un peu, je l'ai fait avec ma mère d'ailleurs l'exercice, parce qu'il y a des trucs là, tu as par exemple le département d'Alger, d'Oran et de Constantine qui n'existait que encore jusqu'à un certain moment. On n'a pas pu établir exactement quand c'était. Et en plus, l'Algérie, c'est quand même. On ne se rend pas compte là-dessus, mais c'est 4 ou 5 fois la France. Oui, mais on l'a fait plus petit, il fallait que ça soit plus petit. Parce que la France, elle est gigantesque. C'est la grande nation. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as des indices là. Ça, c'est les voyages en bateau qui sont donnés en combien de jours de bateau c'est. Donc, si tu voulais aller de Marseille à. On va donner un exemple. Libreville, par exemple, ou Dakar, c'était 10 jours. Tu voulais aller à Rio, c'est 20 jours. C'est rapide déjà. Il n'y a pas internet pour comment je prends mon billet à France le moins cher possible pour aller à Rio demain. Tu vas aller à Rio, tu es là dans un mois. C'est intéressant. Moi j'aime bien me plonger en fait. Après, je pense que ça nécessite des fois, c'est peut-être même pas le cas pour moi, mais il faut avoir aussi la curiosité d'aller chercher, d'aller voir, de lire, de prendre le temps, de se poser des questions. Ça, c'est un des sujets qui, quand on en a déjà eu dans des élèves de Marc, c'est je trouve qu'aujourd'hui, toute génération confondue, on prend moins le temps
de vraiment comprendre quelque chose qu'on a envie de comprendre ou de s'informer sur qu'on va sur Google, on tape, on regarde c'est quoi Indochine, puis t'as Wikipédia, tu lis la première truc, tu fais ah, ok j'ai compris, l'Indochine c'est le nom qu'on me donnait, non, point, tu vas pas plus loin. Pourquoi c'était ce nom C'est vrai que nous quand on fait des repas de famille, on est hyper touchés de recevoir notre arrière-grand-père qui est encore présent, qui est encore debout, qui a toute sa tête. Et nous, on veut profiter de chaque minute de ce monsieur qui est riche en connaissances sur l'histoire, en fait. Et donc, il a eu l'occasion de nous parler quand il était dans la marine. Et c'est là qu'on comprend l'importance de l'histoire. C'est auprès des témoignages des ancêtres. Et j'ai trouvé que c'est hyper... Mon grand-père, lui, il essaie de rédiger sa vie, d'écrire en fait sa bibliographie, ses moments de vacances, son parcours. En fait, il essaie de se faire cet exercice-là pour nous laisser une trace de son passé. Et je trouve que c'est génial. On devrait tous en soi faire ça pour la suite, parce que c'est vrai que nous, on essaie de se rapprocher d'eux pour savoir comment on peut retenir ce qu'ils ont vécu eux. C'est-à-dire que moi, je veux savoir raconter où est-ce que mon grand-père il a grandi, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Donc j'essaie de me renseigner sur comment il a grandi, de prendre de ce temps-là pour savoir d'où ils viennent. Genre avec mon papy, regarder sur Google Maps sa ville d'enfance, la Sarthe. La Sarthe ? Mais non. Si. Je suis né là-bas. Oui, je sais. Et en fait, il nous expliquait, oh, regarde, là, dans ce jardin, il y a un avion qui a bombardé tel truc, moi j'étais dans le café de mes parents, etc. Et en fait, c'est assez chouette de s'imaginer l'enfance de son grand-père, et comme ça, je pouvais retenir sa vie à lui, et je trouve que c'est touchant. Du coup, ça me parle de me rapprocher de mes grands-parents et de m'intéresser à leur vie, de se poser pour ça. Parce que je veux pas juste aller les voir manger et repartir et à un moment donné ils seront plus là et je saurai plus ce qu'ils ont fait de leur vie. Donc, c'est là que c'est intéressant ce que tu disais avant sur je sais pas, t'as dit je prends des vidéos sur TikTok parce qu'un jour j'ai montré à mes enfants. Snapchat. Et puis ils savent même pas la différence entre elles. Mais je suis allé à un débat de Enki Bilal sur le bouquin Bug qu'il a écrit, je sais pas si tu connais. Enki Bilal c'est un dessinateur de BD mais surtout un artiste qui fait ses propres dessins. Et c'est un émigré de la guerre de Yougoslavie à la base qui est arrivé en France en tant que gamin ou en tant qu'adolescent en 93, un truc comme ça. Et en fait le livre Bug qu'il a écrit c'est en 3 parties et c'est à quoi ressemble le monde si demain il y avait un virus numérique, donc il y a un virus numérique dans Bug qui fait que tout objet électronique s'éteint partout dans le monde, mais tout, c'est-à-dire les pacemakers médicaux, donc tu as tous les gens qui ont un pacemaker, ils meurent tout de suite, tous les hôpitaux, tout le mauvais, le bon, tout s'éteint, et en fait les seuls trucs où tu as la trace justement, c'est soit la transmission de « on m'a raconté donc je te raconte », parce que j'ai pas besoin d'ordinateur pour te raconter, soit ce qui est écrit, ce qui est peint, ce qui est dessiné. Mais en gros, il y a toute une génération, il y a un caractère d'une fille qui a fait des vidéos pour transmettre à sa famille, future famille, etc. Et elle perd toutes ses photos et toutes ses vidéos qui du jour au lendemain, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus de carte, il n'y a plus de rien, et elle se retrouve, et en fait, je pense qu'elle se suicide, ou elle meurt de chagrin, parce que du coup, elle dit, j'ai passé 20 ans à photographier, vidéo. J'ai plus rien. J'ai aucune trace de toute ma vie, elle est effacée avec un bouton. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que du coup, à tout moment, ça peut se supprimer, ces photos, et ça peut se perdre, alors que là, c'est du concret, et... Ça peut être. Et un jour, ça deviendra de la poussière aussi, parce que ça se détériore. Bien sûr, il y a quand même de la dégradation qui arrive. Mais ça n'empêche que ça a quand même fait du coup 3 générations déjà. Oui, c'est ça. Ça perdura au moins ça, et de voir le général à lui, c'est un bon exemple. C'est encore un autre délire. Mais la nuance, c'est que c'est le seul souvenir que j'ai de lui, c'est quand il est le papy et dans une tenue militaire. Et donc c'est ça la question drôle du coup que tu poses, tu penses qu'il est drôle. C'est gentil. C'est genre à partir d'une image. Moi, c'est le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu sa tête. Mais c'est parce que toi tu rigolais aussi beaucoup. Je me suis dit, est-ce que lui rigolait comme toi ou mais ça se passe comment ? C'est ça qui est drôle, c'est que juste j'ai que ça.
Et de que ça, qu'est-ce que t'en fais? Je vous propose qu'on clôture la partie enregistrement. Je vais amener l'apéritif petit à petit sur la table, mais du coup on pourra continuer à discuter et à débattre. Je voulais juste vous remercier pour votre présence d'ores et déjà et m'assurer que vous acceptez tout ce que je partage ce moment en ligne. Oui, avec plaisir. Trop cool. C'est pour ça que j'ai sorti des vinyles de qualité pour Colima. Vraiment, Jean-Michel Jarre, un peu de la France ce ici. plan il va être vraiment joli. Là. Merci beaucoup. Merci Marc pour l'invitation. Tant. Et puis j'espère Est-ce que vous connaissez d'ailleurs les personnes sauront se reconnaître. ça tu connais sûrement si tu es française. Seront De intéressées nom par, pour moi par le sujet. Il y a des Non. choses. Ah ouais, c'est super intéressant. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est pas une...